Alors, je vais donc, conformément au rendez-vous que j'ai donné hier, non, c'était, oui, c'était hier, plutôt avant-hier, terminer la dédicace de l'ouvrage Angolon. Ce livre qui est arrivé après celui-ci. Parce que là, c'est le 7e livre autobiographique. Je suis René Joly. Je suis Asako René Joly, Chronique d'un destin démenti. Lui, il est sorti en avril 2019. Et c'est donc après ça que le livre Angolon est sorti. Le sous-titre c'est Sagesse et pensée du peuple écan à travers contes, proverbes et citations. J'ajoute un peu de volume. Alors, j'avais promis de terminer la dédicace parce que celle d'hier était, celle d'avant-hier était mal terminée à cause des coupures de courant. Je me suis donc dit que j'allais terminer aujourd'hui. Et au menu, j'avais prévu de vous lire l'histoire du roi Beau, de vous lire quelques proverbes du peuple écan, quelques citations de moi, avant le clou de la dédicace qui est en fait l'épilogue résurgent de ce livre. Eh bien, je ne peux pas aller long en ce qui concerne l'histoire du roi Beau. L'histoire concerne un peuple de grenouilles du village Billy à Koumességé, au fin fond, là-bas, loin dans la forêt. C'est un peuple qui avait un très beau roi, un très bon roi. Mais les grenouilles ont commencé à trouver que le roi n'était pas beau. Il n'était plus à leur goût. Alors ils ont commencé à implorer Dieu pour lui demander de leur envoyer un roi plus beau. Alors Dieu leur demande, mais votre roi se préoccupe de vous. Il s'intéresse à vos problèmes. Vous êtes dans le royaume le plus en paix. Est-ce que tout ce que vous avez vu dans votre roi, ce n'est que sa laideur? C'est quelle histoire? Mais les grenouilles n'ont pas voulu entendre. Elles ont continué à pleurer nuit et jour parce qu'elles voulaient un roi beau. Alors Dieu, accédant à leur requête, leur a envoyé un roi beau, très beau d'ailleurs. Mais en fait, de roi beau, il s'agissait d'un très beau serpent multicolore qui scintillait au soleil et qui n'avait d'ambition que de manger les grenouilles parce que, comme vous le savez, les grenouilles font partie de l'alimentation des serpents. Alors, c'est quand les grenouilles se rendent compte que chaque citoyen qui se rendait chez le roi, chaque sujet qui se rendait chez le roi ne rentrait pas du tout, qu'elles ont commencé à se poser des questions. Et vérification faite, il s'est trouvé que le très beau roi serpent avait trouvé de la nourriture en abondance en son peuple de grenouilles. Et quand les grenouilles s'en sont rendues compte, elles sont retournées à Dieu pour lui demander de leur changer encore de roi. Mais Dieu leur a dit, vous avez demandé un roi beau, je vous ai donné votre roi beau, je ne peux plus le changer maintenant. Voilà pourquoi la moralité de l'histoire dit que n'exige le beau que si le bon t'indiffère. Donc, il vaut mieux ce qui est bon que ce qui est beau, parce que tout ce qui est beau n'est pas de l'or.
Voilà ramasser l'histoire du roi Beau. L'histoire qui nous amène à mieux apprécier les bonnes choses que nous avons entre nos mains pour ne pas être toujours en train d'envier l'inconnu, puisque cet inconnu peut nous être fatal. Voilà ce que je peux dire de l'histoire du roi Beau. Maintenant, je m'en vais vous lire quelques, quelques proverbes et quelques citations. Proverbe numéro 52. La tortue ne sort de sa carapace et ne court que lorsqu'on lui met du feu dessus. 54. Le poussin de la perdrix va en brousse tandis que le poussin de la poule reste au village. Proverbe 58. C'est à l'envol qu'apparaissent toutes les couleurs du plumage d'un oiseau. Donc, il ne faut pas simplifier quelqu'un parce qu'il est sur place. Parce que c'est quand il va s'envoler que finalement vous verrez la réalité de son être. La face du chien ne transpire jamais. C'est-à-dire, il y a des gens que rien n'émeut. C'est ça que ça veut dire. La face du chien ne transpire jamais. Ça veut dire qu'il y a des gens que rien n'émeut. Pauvreté rime avec égoïsme. C'est le proverbe numéro 113. C'est-à-dire que ceux qui sont réputés égoïstes sont parfois simplement démunis. Ils ont la volonté de donner, mais ne le peuvent pas à la hauteur des attentes de leur entourage. Proverbe 114. Dieu donne et tourne le dos pour laisser la latitude à l'homme de gérer ce qu'il lui a donné à sa guise. L'égoïste n'a de compte à rendre qu'à lui-même. Ça, c'est le proverbe 115. Maintenant, en termes de citations, juste quelques-unes de citations. Ne laissez pas tout le monde débattre de tout. Ça, c'est la citation numéro 104. Numéro 105. Si tout le monde vous aime et vous apprécie, c'est que votre linceul est déjà apprêté. Si tout le monde vous aime et vous apprécie, c'est que le linceul, c'est que votre linceul est déjà cousu et votre tombe apprêtée. Citation 106. Certains sujets sont si importants et si complexes qu'il n'est pas prudent de recueillir ou de prendre l'avis de tout le monde pour en décider. Certains sujets sont si importants et si complexes qu'il n'est pas prudent de recueillir ou de prendre l'avis de tout le monde pour en décider. Citation 107. Tout le monde n'est pas né pour gouverner ou pour gérer. Tout le monde n'est pas né pour gouverner ou pour gérer. Citation 109. La proximité n'emporte pas la confluence. Ce n'est pas parce que vous êtes proche de quelqu'un que vous êtes comme lui ou que vous pouvez être comme lui. Citation 119, je les prends comme ça au hasard. Celui qui s'acoquine avec un insensé a déjà signé sa perte. Donc, choisissez bien vos compagnons. Citation 123. Si tu bagarres avec un chimpanzé, ne donne pas ta lance à tenir au gorille. Parce que gorille et chimpanzé sont des cousins. Donc, quand vous vous attaquez à quelqu'un, soyez sûr de bien connaître son entourage pour que vous n'alliez pas créer des proximités fatales. Citation 129. Le bon sens n'est pas la chose du monde la mieux partagée. Tous les hommes ne l'ont pas à égale mesure, ni ne l'acquièrent à la même vitesse. C'est une citation que j'avais faite pour un peu contredire ce que Descartes avait dit, à savoir que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée.
Ça a beau être le cas, mais tout le monde n'a pas le bon sens à la même mesure. Citation 138. Le cœur va plus loin que les pieds. 139. Le cœur ne se laisse pas prendre, on constate juste qu'il est déjà parti. Voilà donc quelques-unes des citations, que vous pouvez trouver dans le livre Angolon que voici. Évidemment, je vais laisser quelques temps après la dédicace qui ne va pas durer aujourd'hui pour vous permettre à ceux qui le veulent de poser des questions. Maintenant, je vais vous donner ce que j'ai cru être le plus important dans ce livre. Parce qu'on dit des choses et d'autres. Ce qui me semble plus important, c'est de comprendre la philosophie qui est derrière l'ouvrage. Et je l'ai donné dans ce que j'ai appelé, dans la partie que j'ai appelée l'épilogue du livre et les perspectives. C'est un peu long, mais je crois que ça vaut la peine. La conclusion et l'ouverture qui conviennent au présent ouvrage m'ont été inspirées du triptyque lexical latin Sapientia collativa cognitio. Sapientia collativa cognitio, qui signifie la science est une quête collective où chacun apporte sa part. Cette assertion, qui a été adoptée sous forme de devise par certaines institutions à l'instar de l'Université de Yaoundé 1, est d'une profondeur et d'une pertinence qui interpelle l'intelligence. En effet, elle rend compte de ce qu'est ou ce que devrait être la pratique de la science. Alors, je lis là un commentaire de mon ami philosophe Antoine Edoumombé. OK. Alors, d'une part, c'est une quête parce qu'il s'agit de la recherche de la vérité en tant qu'elle est à la fois une entité protéiforme, voire informe et fuyante. Elle ne se donne pas, c'est-à-dire la vérité, la science, elle ne se donne pas, elle ne se laisse pas prendre. D'autre part, la quête visée supra est collective dans la mesure où elle s'incommode de l'exclusion ou du repli des acteurs. Elle est donc participative et inclusive. Tous les apports de tous les acteurs devant être capitalisés dans une vision de complémentarité constructive. Malheureusement, l'histoire de l'humanité, fondée sur la volonté de domination de certains acteurs, usant des avantages ou bien des avances multiformes qu'ils ont eu à un moment, en dispose autrement. Elle a été et est encore le théâtre d'exclusion des plus faibles, voire du déni abusif et injustifiable de leur essence et de leur génie culturel. C'est cela, en plus d'indicibles pertes en vies humaines, l'une des leçons les plus grandes, regrettables et humiliantes de l'esclavage. Et pour notre plus grand malheur, ces aberrations ont été entretenues par la colonisation et étendues à la période post-pseudo-indépendance des anciennes colonies d'Afrique ancienne, entre parenthèses. En refusant l'humanité aux nègres, l'esclavage a cru avoir pu les effacer du tableau de la pensée et donc de la culture et de la civilisation universelle. Mais ce fut un gros leurre entretenu par la puissance des savoirs, de la ruse et plus encore des armes. Il en a résulté un système stabilisé et consolidé de déséquilibre au constant désavantage des opprimés de tout temps que sont l'Afrique et les Noirs, où qu'ils se trouvent. Depuis lors, les faits se sont complexifiés davantage, avec le changement de cap d'une fraction des dominés, lesquels se sont mués en dominateurs de leurs semblables, reproduisant les mécanismes des esclavagistes et des colons,
il procède à l'exclusion, à l'exploitation et pire encore, au dénigrement, parce que j'ai mis déni, et puis entre parenthèses, grement, c'est-à-dire déni ou dénigrement de leurs congénères. C'est ce que je qualifie d'infranégationnisme socio-culturel, dont l'image la plus appropriée en comparaison est celle d'asticots qui s'institue maître d'autres asticots sur une dépouille en pleine putréfaction. C'est l'image des Noirs qui s'estimant meilleurs Noirs ou supérieurs à d'autres Noirs, dont ils partagent pourtant la condition fixée par l'Occident, en association progressive avec l'Orient, martyrisent et infantilisent leurs congénères stigmatisés comme inférieurs. Il s'ensuit donc un apartheid afro-africain instrumentalisé par des forces étrangères, ces dernières étant soulagées de passer le relais de l'oppression aux forces endogènes. Ce faisant, l'oppresseur conserve le bénéfice des tueries internes, tout en capitalisant et en s'appropriant davantage les ressources financières, matérielles et stratégiques du continent noir. On est bien triste de constater que des Noirs inhumanisés, le privatif inhumanisé, c'est-à-dire des Noirs à qui on a enlevé l'humanité, des Noirs inhumanisés, disais-je, esclavagisés, colonisés, martyrisés et brimés par l'Occident, au même titre que tous les autres, se donnent l'illusion d'être supérieurs à d'autres Noirs, dont ils déclarent et instituent l'infériorité. Au moment où j'écris ces lignes, il y a encore, et en grand nombre, des tribus de Noirs qui prennent d'autres tribus de Noirs comme des réserves d'esclaves, du cheptel de veules et viles créatures, ne méritant que maltraitance et isolement. Il y a des tribus de nègres dont l'inculture a été déclarée sans aucun autre fondement que la volonté d'autres tribus de nègres se disant supérieures. Ainsi, les dernières se donnent-elles la latitude de railler et de tenir les premières à l'écart des sphères de décision. Les rares étincelles blafardes qu'on aperçoit ci et là n'impriment que quelques taches sur cette épaisse nuit noire d'un mépris injustifiable. Le Rwanda a expérimenté en 1994 la phase ultime de cette infra-inhumanité où des Hutus ont décimé leurs frères et sœurs Tutsis, réduits au rang de cafards, entre guillemets cafards, parce que c'est ce qui s'est dit, c'est-à-dire d'insectes les plus abjects qui soient, et qu'il fallait tuer absolument et par tous les moyens. L'assassinat du président Juvenal Abiyarimana le 6 avril 1994 n'aura été que l'élément déclencheur d'un incendie dont le feu couvait depuis longtemps déjà, sous la cendre de la mésentente et de la méfiance entre Hutus et Tutsis, deux tribus, les seules deux petites tribus que compte le Rwanda. Il en va du Rwanda comme de beaucoup d'autres pays, comme le Cameroun, où le germe de cette hydre, où les germes de cette hydre, disais-je, prennent perceptiblement corps et bouillonnent, faisant craindre la survenance d'une étincelle d'ignition finale, fatale. En définitive, le but de cet ouvrage aura été double. Il s'est agi d'une part de soutenir l'idée selon laquelle la science, la civilisation et la culture universelle sont une construction collégiale, collective et partenariale. D'autre part, et comme conséquence du premier postulat ci-dessus, j'ai voulu montrer qu'aucun peuple ni personne ne peut et ne doit être considéré comme n'ayant rien à apporter à la science, à la civilisation et à la culture universelle. Ceci étant, il y a nécessité d'une tolérance culturelle en vertu de laquelle il faudrait laisser chacun et chaque peuple définir les contours de sa contribution à cette œuvre universelle. Un autre angle d'attaque serait aussi de déceler dans les pratiques de chaque peuple
ce qu'on peut tirer comme contribution à cet édifice commun. Et chez aucun peuple, je dis bien chez aucun peuple, cette recherche ne peut être vaine ni nulle, car il y a toujours quelque chose de précieux à prendre en toute société. Oui, oui, il y a toujours quelque chose de précieux à prendre en toute société. C'est dans cette logique que j'affirme que le peuple Ekan, dont l'aire géographique couvre le sud du Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo et au-delà, est porteur d'une ligne de pensée profonde dont la brillance peut et doit ambitionner d'illuminer le monde. Ces contes, ces proverbes et ces citations en sont la preuve patente. Ils n'ont rien de moins que ceux des écrivains classiques romains et grecs comme Horace, Virgile, Ovide, Catulle, Cicéron, Homère, Sénèque, Lucrèce, Plutarque ou Plutarchos, comme on l'appelait en grec. Ils ne sont ni moins inspirants, ni moins pertinents que ceux plus près de nous, de Jean Racine, Charles Baudelaire, Jean de La Fontaine, Arthur Rimbaud, Victor Hugo, Paul Valéry, Honoré de Balzac, Pierre Corneille ou William Shakespeare, etc. L'unique différence réside dans l'antériorité éditoriale et non dans l'antériorité existentielle ni sapientielle. Les négros africains de tout temps ont eu à développer une pensée qui a évolué avec et dans leur environnement de vie. L'oralité ayant été le moyen prépondérant, voire unique de leur transmission, tous ces savoirs étaient malheureusement condamnés à la perdition, à l'évanescence et à l'oubli. C'est de cette faille que se servent des esprits mal avisés et mal intentionnés pour quereller, voire refuser l'entrée dans l'histoire aux nègres. La sédimentation par l'écrit est donc, à n'en point douter, la voie d'affirmation identitaire et la clé de notre contribution à la civilisation universelle. C'est aussi, et malheureusement, le tournant décisif que le négro africain est condamné à ne pas continuer à rater, sous peine d'une mort culturelle certaine. Nègres de tous les genres, de tous les pays et de toutes les conditions, écrivons, sédimentons nos savoirs, consignons par écrit nos balivernes avec la même détermination que nous le ferions avec nos savoirs les plus sélects. Mettons par écrit nos vulgarités avec le même entrain que nos tabous. La folie d'un matin peut illuminer la nuit du lendemain. Je répète, la folie d'un matin peut illuminer la nuit du lendemain. Écrivons, écrivons, affirmons et consolidons notre place dans l'histoire de l'humanité. L'état actuel des connaissances nous en garantit l'antériorité. Nègres, nous nègres, il ne tient qu'à nous de ressusciter et d'exister, ou de disparaître à jamais dans l'oubli de nous-mêmes et des autres. Voilà le message fort qui est contenu dans Angolon, sagesse et pensée du peuple Ekan, à travers contes, proverbes et citations. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre aimable attention, mais bien évidemment, les questions peuvent être posées et je me ferai fort d'y répondre. Donc, la parole est à qui veut la prendre. Je vois ici à l'écran, oui, il y a des bonjours, il y a des appréciations. Je vois par exemple mon ami Jean-Paul Lamvondo qui dit « Ce monde survivra avec la contribution des intellectuels, qu'on le veuille ou non. Les évolutionnistes tels que le géographe transcendant permettront d'améliorer les conditions existentielles au travers de leurs recherches heuristiques engagées. » Et je vois Terence Benjamin est là, qui approuve, qui dit oui, c'est vrai.
Je vois Arnaud Ledoux-Acua qui dit excellent. Alors, Terence Benjamin là qui revient pour dire que les gens n'aiment pas vraiment les sujets intellectuels. Si c'était la JAPAP, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Chacun est dans son registre. Nous, on ne peut parler que des choses comme ça. Alors, il y a le philosophe Antoine Dumombe qui dit regretter n'avoir pas été en direct, mais il se contente du différé. Bon, mais je crois que là, il y est. Il y a M. Onzi Evinaeme qui demande que les proverbes soient expliqués. Bon, on va essayer de le faire autant que possible. Donc, la parole est à qui veut la prendre. De toute façon, la vidéo sera retransmise en différé. Et ceux qui voudront poser des questions pourront toujours le faire, soit là maintenant, soit plus tard. Bon, c'est vrai que ce n'est pas la JAPAP, comme disait, ce n'est pas la JAPAP, mais tout le monde ne va pas aussi faire la JAPAP. Il y a des gens qui militent pour d'autres types de sujets. On va donc arrêter comme ça. Je vois Mallory Ateba, je crois qu'elle est au Gabon, qui vient de liker la vidéo. Qui d'autre je n'ai pas vu. En tout cas, ils sont tellement nombreux. Je vais donc comme ça arrêter la vidéo et la partager pour que ceux qui n'ont pas pu contribuer ici puissent le faire le cas échéant. Voilà.